C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce soir pour parler de la rubrique Sport Diapason. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous pour partager 30 minutes de bonheur au niveau du sport. Et ce soir, retenez que nous parlerons de l'actualité internationale et surtout de l'actualité aussi nationale, c'est-à-dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire. Et retenez que j'ai un invité de marque que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais avant de présenter cet invité, j'aimerais vous donner les différents titres sur lesquels nous allons parler ce soir, échanger avec cet invité-là. Donc, retenez, vous dire que le point important ce soir, c'est les Jeux Olympiques qui commencent demain du côté de Londres. Nous allons revenir dessus pour vous donner tous les détails, toutes les informations concernant ces Jeux Olympiques du côté de Londres. Sans oublier aussi qu'il y a deux semaines de cela, nous avons parlé la dernière fois des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2013 qui doivent se jouer l'année prochaine du côté de l'Afrique du Sud. Les tirages au sort sont passés. Ce qui nous intéresse, c'est cette opposition Côte d'Ivoire-Sénégal. Et nous allons revenir dessus pour faire des commentaires parce que ça, c'est un grand début de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que nous essayons de revenir dessus, faire des commentaires avec notre invité. Nous allons échanger sur tous ces points-là. Et ensuite, nous allons parler, pour terminer, nous allons parler de l'actualité nationale. Le point focal de cette actualité nationale, c'est la Super Division qui bat son plein actuellement avec des surprises où la SEC Mimosa est vraiment dans une position inconfortable face à une équipe comme Afad, Sewe qui n'arrive pas, que la SEC n'arrive pas à battre. Et c'est dommage, l'Africa Sport n'est pas de cette Super Division. Nous allons revenir au cours de cette émission sur tous ces petits détails-là. Sans plus tarder, moi c'est Ibrahim Bamba. Je vais vous présenter ce soir mon frère, l'international Amani Célestin. Bon, les Américains disent Célestin Amani, je ne sais pas quel nom on peut choisir, mais je sais que les Ivoiriens savent que c'est Amani Célestin. Toutes les radios, on nous parlait chaque fois d'Amani Célestin. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être venu à notre invitation, d'avoir répondu à cette belle invitation. Et ensemble, nous allons échanger, parler de l'actualité, faire des commentaires sur cette actualité internationale et nationale. Le merci est à vous et à Ivoire TV de m'avoir donné l'opportunité de parler de sport, ce qui est de mon domaine. Donc, on parlera de sport. Ok, merci. Donc, pour commencer, je l'avais dit tantôt, le premier point focal de cette émission, c'est les Jeux Olympiques. Sachez que les Jeux Olympiques commencent demain, le 27 juillet, à partir de l'après-midi à Londres. Nous aurons des oppositions très intéressantes, mais c'est 36 disciplines avec 1500 athlètes, 213 pays, avec 37 sites. Et l'Afrique a 53 pays participants, l'Amérique du Sud a 51, l'Asie a 43 et l'Europe a 49, sans compter aussi l'Océanie qui a 17 pays participants. Donc ça veut dire que vraiment c'est la fête du sport au niveau de Londres, où on va retrouver toutes ces nations-là qui viendront converger, fêter dans toutes les disciplines. Et nous avons aussi nos représentants au niveau de la Côte d'Ivoire, mais nous allons revenir sur ces détails-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces Jeux-là? Vous avez une idée des Jeux Olympiques? Bon, moi j'ai connu les Jeux Olympiques au temps de Gabriel Tiako, qui nous a remporté, je crois bien c'était en 84. En 84, qui nous a remporté une médaille. Bon, mais en général, je suis très bien, je suis tout sport, je suis très bien tous les sports. Donc, en tant qu'ancien footballeur, vous suivez toutes les disciplines sportives? Je suis toutes les disciplines sportives, même ici en Amérique, je suis tout, le basket, le baseball, tennis et tout ça. Bon, nous allons revenir sur tous ces détails-là, mais pour le moment, ce sont les Jeux Olympiques. Et après avoir donné toutes ces informations concernant ces pays participants, les différents sites, je pense que notre pays aussi a des représentants. Nous avons nos différents représentants tels que Mireille Aouré, qui est l'une de nos espoirs des médailles, qui actuellement en 5 tournois a remporté 5 médailles d'or. Est-ce que vous pensez que Mireille peut récidiver, peut quand même donner l'espoir après combien d'années, après 1984, est-ce qu'on peut retrouver une médaille d'or pour la Côte d'Ivoire ou bien une médaille d'argent? Bon, parler de Mireille, je ne peux pas parler de Mireille parce que personnellement, je l'ai connu aussi à la télévision comme dans ses débuts, mais à la voir
elle ressemble à quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Elle est travailleuse. Donc, et puis je pense aussi que elle veut gagner. Et quand tu veux gagner, tu mets toutes les chances de ton côté. Donc ces performances vous donnent quand même espoir que nous pouvons avoir au moins une médaille après tant d'années de disette. Après 1900, vous l'avez si bien dit dans vos commentaires tout à l'heure, qu'après Gabriel Thiaco, qui a donné beaucoup d'espoir aux Ivoiriens, et malheureusement, il n'a pas pu avoir longue vie. Il est parti. Je pense que cette symphonie inachevée. Tout dernièrement, elle a battu les Américaines, elle a battu les Jamaïcaines. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui de battre ces deux nations-là. Et je pense qu'elle a beaucoup de chances de nous remporter une médaille d'or. Donc on ne peut que prier pour cette jeune athlète Mireille Aouré, qui n'a seulement que 25 ans, 1m70, 57 kg. Elle doit compétir au niveau de l'athlétisme. Nous avons d'autres athlètes aussi qui vont représenter notre pays, tels que Tano Beni. Nous avons Kwasi Bro, Ruth Bagui, Kinapea Kone, Philippe Kwasi, Ben Youssouf, Osivia Oku, Marie-Josée et Asiata Touré. Tous ces athlètes-là vont compétir pour la Côte d'Ivoire dans différentes disciplines telles que le taekwondo, le judo, la natation, la lutte. Et vraiment, on ne peut que prier et leur souhaiter bonne chance pour qu'ils nous ramènent au moins, après plus de 20 ans, une médaille au moins d'or pour que ça puisse quand même donner un peu de chaud au cœur aux Ivoiriens. Ouais, avec tous ces noms que vous venez de citer là, bon, ça c'est le nombre déjà est impressionnant. Ouais, nous avons 10 athlètes. C'est les Jeux Olympiques, c'est pas donné à n'importe qui de participer. Et on a beaucoup d'athlètes. Je pense qu'on doit prier pour eux pour qu'ils aient au moins, ils viennent avec une médaille quand même. Oui, donc voilà. On va prier pour tous ces athlètes-là. Mais quand vous regardez un peu, j'aimerais vous poser une question. Où se retrouvent les forces de l'Afrique au niveau des différentes disciplines? Vous, à votre sens, en tant qu'ancien athlète au niveau du football, mais quand même, vous m'avez dit tout à l'heure que vous suivez toutes les disciplines. Où résident réellement les forces des pays africains? Bon, faut pas... Les pays africains, faut ne pas se le cacher. Nous, on travaille sous le soleil. On n'a pas les machines que les pays européens ont. Donc, notre condition physique est naturelle. C'est naturel d'abord. Donc, ce qui lui fait remporter des trophées au niveau de l'athlétisme. Ça, c'est... Avec les pays comme le Kenya, l'Éthiopie, eux qui sont en hauteur, quand même, ils arrivent à remporter des médailles. Donc, vous pensez que c'est au niveau de l'athlétisme que nous n'avons plus de chance? Non, pas forcément au niveau de l'athlétisme, dans tous les sports. Parce que quand tu regardes ici, en général, les sportifs ici, ils se préparent en salle, ils se préparent sur des machines. Mais nous, en Afrique, on se prépare sur terrain nu. Bon, l'expérience a dit qu'aux derniers Jeux Olympiques, l'Afrique a plus remporté de médailles dans les courses de fond. Les courses de fond, pas les courses de vitesse. Ça revient aux Américains, aux Jamaïcains. Mais les courses de fond, ce sont les Kenyans, les Éthiopiens qui remportent chaque fois. Mais on a aussi, on va revenir un peu sur une discipline qui vous concerne en tant qu'ancien footballeur, ancien international ivoirien. Il y a le football aussi qui a commencé depuis hier avec les dames. Les États-Unis ont écrasé l'équipe féminine de la France, 4-2. Le tournoi masculin a débuté aujourd'hui où nous avons au moins 4 groupes. Dans ces groupes-là, nous avons 3 représentants africains. Nous avons l'Égypte, le Gabon et le Sénégal. Vous pensez que ces pays africains-là peuvent récidiver après le sacre du Cameroun en 2000 et en 96 du Nigeria? Vous pensez que ces pays africains-là peuvent nous ramener au moins une coupe au niveau des médailles d'or au niveau du football? C'est mon grand souhait. C'est mon grand souhait. Mais bon, malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas déplorable, mais on est dans le temps. Tu vas prendre 10 années passées, 15 années passées, on avait en Afrique des footballeurs qui ne pouvaient pas sortir de l'Afrique facilement. Mais aujourd'hui, tu vois que tous les centres de formation envoient leurs jeunes en Europe. C'est ce qui est en train de créer en ce moment. Donc il y a un équilibre au niveau des niveaux. Voilà. Au niveau du jeu. Les jeunes ne sont plus dépaysés quand ils croient ces pays africains. Non, ce n'est pas le problème de dépaysage. Parce que ce groupe de jeunes-là, eux, ils viennent directement de l'Afrique.
ils viennent directement de l'Afrique, ils ne connaissent pas l'Europe. Donc, ils se sont entraînés là-bas, mais ce que je veux dire, c'est que on ne laisse pas nos jeunes, nos bons joueurs progresser dans les normes. Dans les normes. Dès qu'ils arrivent dans les cadets et juniors, tout de suite, ils sont vendus. Donc, oui, mais ces équipes olympiques, là, j'aimerais vous faire savoir qu'ils mettent quand même des internationaux A dans ces équipes-là, au moins 3. On se rappelle bien que Salomon Kalou, en 2008, avait joué. Pourtant, il était en sélection A. Il y a Gervin aussi qui avait joué. Et ces joueurs-là sont venus compléter. Même par le passé, on a vu Nwanko Kanu qui a fait des merveilles en 1996 avec le Nigeria. Samuel Eto'o a joué pour le Cameroun, avec les Mboma, tout ça. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, toutes ces équipes-là ont des professionnels. Ouais, des professionnels. Et même s'ils ne sont pas à 100%, mais quand même, ils ont des professionnels. Ils ont des professionnels, mais une équipe de football, c'est un jeu collectif. C'est un jeu collectif. Tu ne peux pas te baser sur un joueur, 2 joueurs professionnels et le reste de l'équipe vient de l'Afrique. Et puis, tu vas te retrouver que ce n'est pas les meilleurs. Donc, tu penses qu'il y a un déséquilibre? Il y a un déséquilibre. C'est ce qui va peut-être faire qu'on ne pourra pas arriver loin à cause de ce déséquilibre. Mais qu'est-ce qui a fait que le Nigeria et le Cameroun ont remporté? Qu'est-ce que, à votre avis, qu'est-ce qui a fait leur force par le passé? Donc, c'est ce que je disais tantôt. Les jeunes, ils passaient toutes les étapes de cadet, junior et senior. Quand tu joues dans ces 3 catégories, tu es apte, tu es bien acquis. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en Afrique, nos jeunes ne font pas toutes ces étapes. Dès qu'ils sont en cadet, on trouve qu'ils sont bons joueurs, ils sont partis. Ils sont partis en Europe. Ils brûlent les étapes. Ils brûlent les étapes. Ça, c'est quand même dommage. C'est dommage. Pour les grandes compétitions, c'est qui les rattrape. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans 10 années passées, 15 années passées, tu voyais que le championnat africain était regorgé de plein de grands joueurs. Plein de grands joueurs. Mais aujourd'hui, tu ne retrouves pas ce championnat. Je parle de la Côte d'Ivoire, je vais parler du Nigeria, je vais parler du Cameroun et autres. Tu ne retrouves pas le championnat d'antan. Ok, donc je pense que tu as trouvé quand même une plaie quand même qui va défavoriser tous ces pays africains là. Mais il y a une grande surprise. Le Gabon, quand même, on ne s'attendait pas au Gabon. Et le Gabon est qualifié. Le Sénégal a un degré moindre quand même. Est en train de rebâtir une nouvelle équipe. Et la plupart des jeunes Sénégalais qui ont joué à la dernière CAN, c'est ceux-là aujourd'hui qui forment cette équipe nationale olympique. Mais par contre, le Gabon, ça a été une surprise quand même des qualifications. Bon, c'est ce que je disais tantôt. Le Gabon, ce n'est pas un pays qui vraiment émerge comme ça au football en Afrique. Peut-être qu'ils sont en train, ils ont fait un travail de base. On ne les connaît pas. Ils sortent de quelque part, ils sont en train de gagner. Ils ont organisé la dernière Coupe d'Afrique. Voilà. Et à partir de là, les gens auront les yeux sur eux. Et dans les cadets et autres, ceux qui vont sortir de là, ils vont partir en Europe. Et c'est comme ça, ça va faire que leur championnat aussi, ils ne vont pas ressortir avec de bons jeunes. Sinon, vraiment, les représentants africains sont dans des poules difficiles, telles que le Sénégal se retrouve avec la Grande-Bretagne, le pays organisateur. Nous avons les Émirats arabes unis et puis l'Uruguay. L'Uruguay qui est une belle nation de football, qui est allée même en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Maintenant, le second représentant africain se retrouve dans la poule du Mexique, de la Corée du Sud et de la Suisse. Ça veut dire que vraiment nos représentants n'auront pas la tâche facile face à ces pays-là. Et l'Égypte, c'est le comble, se retrouve dans un groupe difficile avec le Brésil, même si on sait que la Nouvelle-Zélande et la Biélorussie quand même ne sont pas des nations quand même aussi grandes que le Brésil, mais il faut faire très attention. L'Égypte a beaucoup de chances de se qualifier. Par contre, le Gabon et le Sénégal ne vendent pas très cher leur peau, mais je pense qu'ils sont dans les poules un peu difficiles. Ou bien vous avez un avis à dire sur ça par rapport à la composition de ces poules-là? Bon, je dis toujours en football, il y a la discipline. Il y a la discipline, il y a l'organisation au niveau des équipes qui prime beaucoup. Si les jeunes sont disciplinés, d'abord avec le groupe, discipline tactique et tout ça, s'ils sont disciplinés, ils pourront aller loin. Voilà, ils pourront aller loin. On espère bien que ces pays-là pourront représenter dignement l'Afrique. Et le dernier groupe, nous avons l'Espagne, le Japon, l'Honduras et le Maroc. J'avais oublié le 4e représentant, le Maroc.
Et puis pour te faire un truc, si tu vois, par exemple, je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Nous, par exemple, notre génération et la génération avant nous, il y avait en Côte d'Ivoire, il y avait l'OASU. Et il y avait des championnats de quartier qui regorgeaient beaucoup de bons joueurs. Les petits joueurs sont sortis de l'OASU. Et il y avait des championnats de quartier à Bobo. Donc c'est ce qui a pu aguerrir tous ces athlètes-là. Voilà. Il y a des joueurs qui ne pouvaient pas jouer soit à la SEC, à l'Africa, au stade au Stella. Ils partaient à l'intérieur pour aller se faire un nom et puis revenir. Par exemple, un gars comme Kone Ibrahim, qui est parti à Gaïwa, qui allait se faire un nom, il est revenu. Ahmed Ouattara, qui a joué aussi à Gaïwa. Ce sont les grands noms tu vois. Cités. Donc, c'est la Côte d'Ivoire, on avait le football de rue, le football organisé à l'OASU et l'Office national et du puis sport scolaire encore universitaire. Le football cadet, junior et senior. Ça a fait que le niveau du championnat était très bon et ça donnait une bonne équipe nationale. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pas le cas. Les jeunes sont tellement pressés, ils vont vite en besoin et vraiment, c'est un problème pour nos différentes équipes nationales. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu retrouves en Côte d'Ivoire, le championnat n'est plus bon. Tu retrouves au Cameroun, le championnat n'est plus bon. Tu retrouves au Nigeria, le championnat n'est plus bon. Tout le monde est pressé. Tout le monde est pressé de partir. On brûle les étapes et c'est quand même dommage. C'est l'Afrique qui paie. C'est l'Afrique qui paie. Ok. Donc, merci pour tous ces commentaires. Donc, je pense que nous allons plus ou moins refermer un peu ce chapitre au niveau des Jeux olympiques. Mais retenez que quand même, avant de refermer au niveau du tournoi olympique féminin, toujours au niveau du football, il y a eu des résultats déjà qui sont tombés. La Grande-Bretagne a battu la Nouvelle-Zélande 1-0. Le Cameroun a été battu sévèrement par le Brésil 5-0. Wow. Et dans le groupe D, ça c'est le groupe E, dans le groupe F au moins, le Japon a pris le dessus sur le Canada. Le Japon qui avait remporté la dernière Coupe du Monde, je ne sais pas si vous vous rappelez, face aux États-Unis. C'est la grosse surprise actuellement. Les Japonaises, vraiment, elles jouent très bien au football. Elles ont battu le Canada 2-1. Il y a la Suède qui a battu l'Afrique du Sud, des représentants africains 4-1. Et vraiment, c'est dommage. Je l'avais dit tantôt que les États-Unis sont venus à bout de cette équipe française 4-2. Voilà un peu quelques résultats au niveau du football. Et demain, toutes les disciplines vont commencer et ça va être la fête totale au niveau des Jeux olympiques. Donc, pour clôturer un peu ce chapitre-là, retenez que demain débutent réellement ces Jeux olympiques. Mais ils ont fait de l'anticipation parce que le football, on sait que c'est un peu long. Le programme est un peu long par rapport aux autres disciplines. C'est pour ça qu'il y a eu de l'anticipation. Donc, on va fermer ce chapitre des Jeux olympiques et nous allons replonger dans le chapitre un peu, toujours international, mais du côté de l'Afrique. L'Afrique, notre continent où il y a eu les tirages au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique prochaine qui se joue en 2013 en Afrique du Sud. La CAF a décidé de rendre les années impaires pour ne pas que ça coïncide avec la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe. Et c'est tant mieux pour nos athlètes africains puisqu'ils auront le temps de venir en vacances et de jouer la Coupe d'Afrique avec moins de pression. Donc je pense que cette compétition, on espère bien, sera très belle. Mais il faut passer par des éliminatoires. Et ces éliminatoires, il y a un match qui nous intéresse. Il y a un match qui nous intéresse, ça c'est un derby de l'Afrique de l'Ouest. Il y a la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui s'affrontent. Après ce match épique en 1986, on retrouve le Sénégal. Quel commentaire vous pouvez faire par rapport à la nouvelle génération, vous qui avez été ancien international au niveau de la Côte d'Ivoire, quel commentaire vous pouvez faire par rapport à cette grande rencontre, ce grand derby de l'Afrique de l'Ouest? Bon, c'est le football. Sinon, logiquement, quand tu prends l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, je ne crois pas qu'il y a une équipe qui puisse aller bout en bout avec nous. Mais c'est toujours un problème de leadership avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, vous pensez que jusqu'à présent, il y a toujours des problèmes internes? Bon, je ne pense pas que, pour moi, je ne pense pas qu'il y a un problème interne, mais je parle de leadership. Leadership, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette équipe-là aujourd'hui, si on a des problèmes sur le terrain, je ne vois pas qui peut mettre le pied sur le ballon pour essayer de galvaniser ses amis. C'est là va notre problème.
C'est là-bas le problème de la Côte d'Ivoire. Sinon, le Cameroun, ils égorgent, le Sénégal, ils égorgent beaucoup de bons joueurs aussi. Ils ont beaucoup de professionnels. Ce n'est pas à négliger. Mais footballistiquement parlant, sur papier, quand tu regardes l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, je ne crois pas que ils puissent arrêter la Côte d'Ivoire. Mais le match allait se jouer à Abidjan et le retour au Sénégal, ce n'est pas un danger pour cette équipe nationale. Si elle veut se qualifier, qu'est-ce qu'elle doit faire? Vous, en tant qu'ancienne internationale, qui avait été de l'expédition de 1994 en Tunisie. D'abord, le match allait en Côte d'Ivoire. On est chez nous. Il faut gagner chez nous. Il faut mettre la pression sur les Sénégalais chez nous à Abidjan. Il faut gagner le match à Abidjan. Maintenant, le match retour, c'est... Le gagner en se mettant à l'abri avec un score quand même acceptable. Vous prévoyez combien comme ça qu'on puisse se mettre à l'abri? Non, je ne peux pas dire un score là en ce moment parce que, on peut gagner avec un score étriqué de 1-0. Est-ce que ça se met à l'abri? On peut gagner 1-0 et puis aller au Sénégal, aller gagner encore 2-0. C'est possible. Donc il faut gagner impérativement. Il faut forcément gagner à Abidjan. Peu importe le score. Peu importe le score, il faut gagner à Abidjan. Avec la manière, moi, je pense bien que même au Sénégal, on pourra gagner. Okay. Oh, oui. Mais l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, je reviens sur un chapitre intéressant parce que ces derniers temps, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive avec le nouvel entraîneur de la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes un peu dans ce domaine-là, après d'avoir joué au haut niveau, vous êtes revenu, vous avez entamé notre carrière d'entraîneur, vous avez des diplômes d'entraîneur, nous allons revenir dessus. Mais le fait de recruter Lamouchi, qui est un novice en la matière, qui vient à peine d'avoir ses diplômes d'entraîneur et laisser partir un national tel que Zahir François, qui est un fils de la maison, qui connaissait mieux cette équipe-là et qui a fait de très bons résultats, envoyé même cette équipe en finale de Coupe d'Afrique. Quel commentaire vous pouvez faire dessus? Est-ce que vous pensez que Lamouchi peut tenir la barre? Est-ce que Lamouchi peut maîtriser cette équipe-là, constituée d'une pléiade de stars? Moi, personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas que Lamouchi puisse faire l'affaire. J'avais préféré qu'on garde Zahir François parce que je sais, il vient d'une école, il a passé par le Stella, il vient de l'école de Olé Balzi. Donc je pense, pour moi, on devait le garder. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, si on n'a pas pu le garder, qu'on cherche un entraîneur, je l'ai toujours dit, il y a un entraîneur qui est là, en Côte d'Ivoire, qui nous a fait remporter Sénégal 92. Vous pensez que Yo Martial va accepter de venir? On ne lui a pas fait l'offre. On lui fait l'offre. Yo Martial peut faire mieux que d'aller chercher Lamouchi. Mais Yo Martial est directeur technique national, il est toujours au niveau de l'équipe nationale, il suit un peu le football ivoirien en général. Oui. Est-ce que ce n'est pas une place d'honneur pour lui de le faire revenir encore avec cette pression d'entraîneur national, de sélectionneur? S'il n'y a personne, moi je pense bien qu'il faut faire revenir quelqu'un qui nous a déjà fait remporter quelque chose. Mais est-ce qu'il pourra réussir encore cette mission-là? Pourquoi pas? Vous avez quand même des explications à nous donner sur ça? Parce que il est très rigoureux. Yo Martial est très rigoureux. Yo Martial va te faire un classement, il ne va pas te faire un classement parce que, c'est vrai qu'il va avoir une pression de la fédération et tout ça, mais la fédération des années passées n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc je pense bien que s'ils n'ont pas pu garder, comment on appelle, François Zawi, que moi personnellement j'aurais dû le garder parce qu'il a fait un travail impeccable. On n'a jamais vu une équipe nationale de Côte d'Ivoire ne pas prendre de but au cours d'une campagne. Ça, c'était le fait marquant de cette Coupe d'Afrique. C'est le fait marquant parce que pour gagner, il faut défendre. Pour gagner, il faut défendre. Il ne faut pas prendre de but. Mais la finale perdue, vous pensez que Zahir François a eu le coaching parfait pour perdre cette finale? Bon, pour moi, il y a eu des petites erreurs, mais c'est corrigeable. C'est des erreurs qui sont corrigeables. Peut-être lui donner une chance encore, il allait dû corriger ses fautes qu'il a fait au cours de la finale. Mais il y a une inquiétude qui se voit à l'œil nu. On voit cette génération-là, ça fait pratiquement 10 ans qu'ils jouent ensemble et ils n'ont pas pu remporter une Coupe d'Afrique. Ça fait 2 finales de perdues et on voit cette génération aller vers la porte de sortie. Vous pensez qu'avec Lamouchi, on pourra redresser la barre?
Est-ce que cette génération ne va pas sortir zéro? Vous, en tant qu'ancien international, quelle solution vous préconisez pour qu'on puisse sauver cette génération, au moins avec une Coupe d'Afrique? Non, le problème, c'est de nous, on peut parler. Nous, on peut parler, comme on dit, pour faire sauver cette génération. Mais est-ce que cette génération-là même a envie de remporter une coupe? Sûrement, tu vas me dire, c'est des sportifs, c'est des grands professionnels. Oui, ils ont envie de remporter des trophées. Ça, c'est bien. Mais est-ce que ça se passe sur le terrain? C'est ce que je disais tantôt. Il y a pas, je regarde l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, je ne vois pas qu'il y a un leadership. Il y a quelqu'un qui veut faire ça un peu. Comme Zokora, qui veut faire un peu de leadership. Mais il n'est pas écouté. Et Didier Drogba quand même. Didier Drogba, je ne pense pas qu'il donne assez de voix. Je ne pense pas qu'il donne assez de voix. Par le passé, bon, Cyril Demoro n'a pas pu tenir là-bas. Ils ont arraché le brassard à Cyril, ils ont donné à Didier Drogba. Mais malgré tout ça, jusqu'à présent, il y a toujours un problème de leadership, vous pensez bien? Bon, c'est ce que je disais, je dis le leadership. Tu vas prendre par exemple une équipe, l'équipe nationale par exemple de 94, quand nous on était à Chos, il y avait Magui qui était au milieu du terrain. Qui était un patron. Qui est un patron. Qui donnait de la voix. Tu avais Alain Guamene qui était derrière. Qui était un grand leader. Oui, quand il donne la voix, tu te ranges. Devant, tu avais Thierry Joël, tu avais Abdoulaye Traoré. Des grands messieurs. Des grands messieurs que tu fais une faute, quand il le regarde seulement te dit ce que tu dois faire. Tu vas te discipliner. C'est ce qu'on ne voit pas dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Cette génération 94, si je me rappelle bien, a été la meilleure équipe du tournoi. Voilà. Ça sera malheureux que ce groupe de jeunes qui sont vraiment talentueux ne puissent pas envoyer une coupe en Côte d'Ivoire. Et non. Et je ne crois pas qu'ils ont eu l'entraîneur. Mais vous, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que vous proposez réellement? Vous, en tant que technicien, qu'est-ce que vous proposez réellement pour que cette équipe la remporte? Parce que tout a été dit, mais vous, en tant que technicien, si aujourd'hui on vous donne l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, quelles sont vos solutions pour qu'on puisse remporter une CAN? Vous n'avez pas de leadership, on sait, mais il n'y a pas autre chose encore? Ok. Moi, personnellement, je viens du Stella. Et j'entraîne avec mes jeunes ici. Je base toujours sur la défense, comme ce que Zahir François a fait, parce que on a toujours assuré les bases. Parce que quand tu as un buteur comme Gervinho, tu as un buteur comme Didier Drogba, tu as même il y a Salomon Kalou aussi. Salomon Kalou qui est devant. Il y a Keita qui est devant. Yeah. Donc, à tout moment, ceux-là, ils peuvent marquer. Il peut faire la différence. Ils peuvent faire la différence. Avoir une bonne défense, un bon milieu de terrain, et le reste va se faire. Le reste va se faire, mais il faut jouer soudé. C'est pour une fois, depuis peut-être 6 ans, 10 ans que je suis cette équipe, que cette équipe-là était soudée durant cette Coupe d'Afrique. Ils étaient vraiment soudés. Tu voyais qu'il y avait, comment on appelle, c'était lucide. Est-ce que, moi, à mon avis, est-ce que c'est pas le fait de changer d'entraîneur chaque fois qui est la plaie de cette équipe? Parce que nous sommes aujourd'hui au 8e entraîneur en espace de 10 ans, 8 entraîneurs. Est-ce que c'est pas l'instabilité ne vient pas de là? En tant que technicien. L'instabilité va venir toujours de là. Ça va venir toujours de là parce que chaque entraîneur qui vient avec sa philosophie, vient avec sa vision de jeu, vient avec tout. Donc les jeunes qui sont, comment on appelle, qui jouent en Europe, et ils ont leur manière de jouer en Europe. Et pour te dire que le championnat européen et puis le championnat africain, ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Vous êtes mieux placé pour nous dire, parce que vous avez été grand pratiquant, vous connaissez, vous avez participé à une CAN, vous savez déjà de quoi il s'agit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos gars, nos joueurs, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire avec l'équipe nationale, ça donne, mais ça relâche à la fin. Okay. Donc on prie pour cette équipe nationale pour qu'elle puisse nous donner au moins une Coupe d'Afrique. Donc je pense qu'au niveau de ces éliminatoires, il y a des matchs très chauds tels que le Cameroun joue contre le Cap-Vert, il y a Nigeria, Libéria. Bon, nous allons revenir sur tous ces détails là plus tard, avant ces éliminatoires là, qui débutent du 5 au 7 septembre
prochain. Okay. C'est-à-dire que dans pratiquement un mois et quelques, nous allons revenir sur tous ces détails-là pour voir quels sont les pays qui ont plus de chances de se qualifier pour qu'on puisse retrouver cette CAN l'année prochaine qui sera une belle fête du football africain. Donc sans plus tarder, je pense qu'on va refermer un peu ce chapitre international pour parler du chapitre national, c'est-à-dire que la Super Division, je l'avais annoncé tantôt, qui bat son plein actuellement avec des grosses surprises. Cette semaine, nous avons, la semaine dernière, le week-end dernier, nous avons reçu des résultats tels que la JCA, l'équipe de Trècheville qui a battu, qui a fait 0-0 avec Bassam. Le Stella, votre ancienne équipe, a été battue par le CE Sport de San Pedro. Je sais que vous avez un petit penchant pour cette équipe-là qui vous a formé. Et l'AFAD, c'est une nouvelle équipe. C'est l'académie de football Amadou Diallo de Djekanou, voilà, qui a battu la SEC Mimosa, la grosse surprise de cette troisième journée de la Super Division. Ici, on appelle ça les playoffs. Donc, je disais tantôt que la SEC est en ballottage. La SEC, au niveau du classement, est en 4e position dans cette Super Division. On espère qu'elle va relever la tête. Et au classement, nous avons le CE qui tient la tête actuellement de ce classement avec 6 points. Nous avons l'AFAD qui est au coude à coude avec le CE. Il y a la JCA qui est à la 3e place. Nous avons la SEC qui est à ex aequo avec la JCA. Et Bassam à 3 points à la 5e place. Et le CELA ferme la marche, votre ancienne équipe, à 1 point. Bon, à votre avis, est-ce que le championnat est déjà lancé? Est-ce que vous pensez que le CE peut être champion? Si on s'arrêtait aujourd'hui, pensez-vous que le CE peut être champion aujourd'hui de Côte d'Ivoire? Ce ne serait pas une grosse surprise au niveau du football ivoirien? Ça sera une grosse surprise au niveau du football ivoirien. Ça, c'est inévitable parce que en Côte d'Ivoire, on connaît les grandes équipes. Il y a la SEC Mimosa, l'Africa Sport qui n'est pas dedans cette année. Mais comme je le disais tantôt, c'est un problème d'organisation et de discipline. Peut-être que l'ASFAD, que je connais, c'est mon ami Amani Yao qui est l'entraîneur là-bas, que j'ai bien appris qu'il fait un bon travail. Très intéressant. Tu vois, le football, il n'y a pas de mensonge au football. Tu t'entraînes, tu te prépares bien, tu gagnes. Et tu es discipliné, tu gagnes. Peut-être que ces équipes-là, le SOE qui est en train de gagner tout le monde, ils sont disciplinés. Vous ne pensez pas que c'est la SEC et l'Africa qui régressent, le Stella, et maintenant ce sont les équipes de l'intérieur qui montent en puissance? Parce que aujourd'hui dans cette super division, on a seulement 2 équipes d'Abidjan, 3 équipes. On a la SEC, on a le Stella, ce sont des anciennes équipes qui sont bien connues. Il y a la JCA qui est là comme une équipe abidjanaise. À part ça, il y a les équipes de l'intérieur, telles que le CW, l'AFAD et Bassam. Aujourd'hui, ça veut dire que on verra un autre champion à part la SEC et l'Africa. Nous sommes tellement habitués à attendre, si ce n'est pas la SEC qui est le champion, c'est l'Africa. Bon, c'est bien possible compte tenu de la situation aussi politique qui se vit en Côte d'Ivoire et surtout à Abidjan, que les équipes de l'intérieur, peut-être qu'ils sont regroupées quelque part, ils s'entraînent mieux et quand ils t'entraînent mieux, tu gagnes. C'est peut-être... Parce que toutes ces équipes ont été délocalisées à Abidjan, donc ça veut dire que personne n'est à l'intérieur en tant que tel. C'est le nom, mais tout s'entraîne à Abidjan. Bon, s'ils s'entraînent à Abidjan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont regroupés quelque part. Mais ils se connaissent à Abidjan. Ils se connaissent déjà. Ils sont regroupés quelque part. Chacun n'est pas chez lui. Ils sont dans un bon cadre. Ils s'entraînent bien. C'est ce qui donne ces résultats. Et ce n'est pas le niveau qui a baissé? Le niveau du championnat qui a beaucoup baissé? Vous avez parlé de ça tantôt. Le niveau a vraiment baissé. Le niveau du championnat ivoirien a vraiment baissé. C'est ce que je disais tantôt. Tu vois, avec les ordres massifs de tous ces joueurs, tous ces talents qui brûlent les étapes et qui vont vite en Europe. Tout le monde veut avoir de l'argent. C'est ça qui a fait que son nom aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que la SEC est l'équipe qui vend plus ses joueurs. Et il y a JCA aussi qui vend beaucoup de joueurs. Donc ça veut dire qu'ils ne regorgent plus ces talentueux-là. Je suis quand même la super division, mais bon. Ok, donc je pense que vous avez fait un bon commentaire sur tous ces détails-là au niveau de la super division. Nous allons revenir dans nos prochaines émissions sur les différents résultats pour voir qui sera champion de Côte d'Ivoire cette année. Le suspense demeure. Mais maintenant, nous allons essayer d'ouvrir une lucarne pour parler un peu de vous.
notre invité de ce soir, Amané Célestin, hein, le défenseur rugueux du Stella, et qui a fait les beaux jours du Stella de 1988 à 1993, avant d'aller du côté de l'Africa Sport. Et vraiment, expliquez-nous un peu comment s'est passée cette transition du Stella à l'Africa, cette belle carrière, quand même avec une consécration, une Coupe d'Afrique en 1994. Essayez d'expliquer un peu à nos différents internautes ces belles années passées au niveau du football ivoirien. Comme je le disais, moi j'ai fait le cadet au Stella, junior au Stella, et dans la même année que je faisais, j'étais en junior, il y avait le groupe des seniors qui s'était révolté pour des payes. On ne les payait pas, donc ils ont révolté, ils ne voulaient plus jouer. Et nous qui étions en junior, on était à la pêche, ils nous ont fait appel. On était près de 9 à 10 joueurs qu'on nous a appelés en senior. Donc on est parti, chacun a joué sa partition. Moi je me suis dit que... Coupe d'Afrique. Voilà, d'abord la première année, quand on est monté, le Stella jouait la coupe de l'UFOA, qu'on est arrivé même en finale. Malheureusement, on a perdu en finale au Ghana contre le Cornerstone. C'était malheureux, j'ai même raté un penalty là-bas qui m'a coûté très cher au retour. Un mauvais souvenir. Bon, mais c'était l'apprentissage, Bon, je me suis acquis là et je me suis dit, bon, écoute, pour être parmi les meilleurs, il faut t'entraîner fort. Je me suis entraîné dur, je me suis entraîné très 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 dur pour maintenir mon rythme et puis pour être toujours titulaire. Ce n'était pas facile. Ce qui vous a prévalu quand même une sélection en équipe nationale et même jouer une CAN. Oui. Ce n'était pas facile. Ça, je te garantis, ce n'était pas facile. On a joué la Coupe CAF, la deuxième édition, où j'étais le capitaine. J'ai galvanisé mon groupe. Ce n'était pas facile. On fait un nul. Abidjan 0-0. On va revenir un peu sur ce match-là, des choses de Tanzanie. Le Simba vient et vous accroche à Abidjan 0-0 et on va maintenant en Tanzanie. Et le Stella va créer la grosse surprise en ramenant cette Coupe CAF. Essayez de nous relater un peu ce hold-up là. On était tellement sous la pression. D'abord, ce n'était pas Abidjan quand on commençait la compétition. Personne ne vendait la peau du Stella. Et non, c'est une équipe comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On m'a nommé comme capitaine de l'équipe. Le chef du bateau. J'étais toujours à l'entraînement, j'étais toujours devant. Mon entraîneur Olé Basile m'a donné toutes les garanties. Il m'a donné l'ordre de faire ce que de donner de la voix. Je donnais de la voix, j'étais toujours devant. En tant que grand leader. Voilà. Et malheureusement, avec la pression qui était sur nous, on n'était jamais arrivé en finale d'une Coupe africaine, le Stella surtout. On fait 0-0 à Abidjan. Bon. Et pour vous, c'est déjà fini, on ne peut plus remporter cette coupe. Pour nous, c'était pas fini. Pour nous, c'était pas fini. Parce que... Mais quel a été le secret de ce succès-là en Tanzanie? Le secret? C'est que les Ivoiriens n'ont pas compris comment le Stella a pu quand même gagner ce match. Je vais vous donner un petit secret, c'est que... Avec les 2 buts de Bolis Zozo, père à son âme. La défense du Stella était regroupée de jeunes baoulés. Ah, ok. On avait un Guessan Serge. Guessan Serge, oui, je me rappelle. Kwame Désiré. Kwame Désiré. Nzoué Nguessan, le latéral gauche. Et moi, j'étais derrière. On parlait le baoulé sur le terrain. Et l'adversaire ne comprenait pas. L'adversaire ne pouvait pas comprendre. C'était codé. Même notre gardien, Tade Taleba, on lui a appris quelques petits mots. Donc, on parlait le baoulé sur le terrain. Et arrivé en Tanzanie, on s'est dit, bon, les gars, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. Et puis en plus de cela, encore un truc, quelque chose qui nous a encore motivés, que j'ai motivé mon groupe avec, je leur ai dit, on a fait toute cette compétition-là sans avoir de paie, sans avoir de prime de match. Wow. C'était difficile. C'était difficile. Mais vous avez joué pour l'honneur. On a joué pour l'honneur. Et j'ai dit à mes amis, écoutez, voici une chance.
de recevoir quelque chose, peut-être de la fédération, peut-être du président de la République. Prenons cette coupe, c'est la 2e édition. Donc je galvanise le groupe. Mais quand vous avez pris cette coupe-là, les récompenses, ça a pu combler quand même tout ce manque à gagner? Oui, oui, on a eu quand même, on a été reçu par le président Bédier. On a été reçu par le président Bédier. Et puis bon, il y a la fédération aussi qui nous a aidés encore, qui nous a payé quelques arriérés. Il y a le président Amadou Diallo aussi qui nous a reçus à Djekanou. Bon, ils nous ont donné beaucoup de choses. Ah, là, ça, c'était la belle époque, ça. Ça vous fait rappeler beaucoup de choses. Et vous avez été le grand gagnant dans cette expédition. Vous avez été en équipe nationale. En 1994, vous signez à l'Africa. Mais malheureusement, vous n'avez pas duré à l'Africa. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé à l'Africa. Vous êtes parti sur la pointe des pieds, on n'a rien compris. Amani Célestin a disparu. Et c'était une carrière inachevée au niveau de l'Africa. C'était une carrière inachevée, effectivement. Bon, moi, je suis parti de l'année où on jouait la Coupe d'Afrique avec le Stella. Malheureusement, j'avais perdu ma mère. Et le Stella ne m'est pas venu en aide. Ils ne sont pas venus en aide. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit que c'était ma dernière année au Stella. C'était ma dernière année au Stella. Donc, il fallait faire tout pour accéder à une nouvelle équipe. Dans l'Africa, vous ouvre les bras. Il fallait jouer. Ce grand dirigeant de Simplice de Messier Zinsou. Il fallait jouer, être parmi les meilleurs pour accéder à une autre équipe. C'est ce que j'ai fait. Mais la concurrence était rude au niveau de l'Africa. La concurrence était très rude, mais d'abord j'étais en équipe, on m'avait appelé en équipe nationale avec Yeo Machel où on est parti au Japon. Donc au retour de là, c'est là que l'Africa Sport a commencé à ils ont commencé à me parler, qu'ils voulaient me solliciter pour leur service, tout ça. Bon. Et sans tarder, quand ils m'ont fait, le président Zinsou a demandé à me voir un jour, au retour d'un match amical avec l'équipe nationale au Mali. Bon, ils m'ont trouvé à l'aéroport, ils m'ont dit, bon écoute, on veut de tes services. Et c'est ainsi que tu as signé à l'Africa. Sans hésiter, je suis parti, j'ai signé. Mais tu as fait combien d'années à l'Africa? J'ai fait toute une saison à l'Africa. La 2e saison a débuté et j'avais eu des malentendus au niveau de l'Africa Sport avec certains dirigeants. Avec certains dirigeants, c'est ce qui a causé ma venue aux États-Unis. Parce que j'ai signé, moi, mon contrat avec Simplice Zinsou. On s'est entendu sur certains trucs et le président était, en son temps, il était parti en Afrique du Sud pour, je crois, plein de mois. Et il n'a pas eu de suivi dans le contrat. Mais quand vous avez quitté l'Afrique, vous êtes venu ici aux États-Unis, on sait que le football n'était pas en ce moment au top comme aujourd'hui, mais est-ce que vous avez eu à faire une carrière un peu professionnelle ici? Bon, quand je suis arrivé ici, c'était un peu difficile parce que j'étais venu, quand je suis venu, mais j'étais venu dans l'optique que, bon, les États-Unis venaient juste organiser la Coupe du Monde 94, que le football allait monter en puissance ici. Donc, je me suis dit, bon, faut essayer de t'attraper une équipe, mais il y a les problèmes, les réalités sont différentes ici. Il faut avoir un permis de travail pour pouvoir jouer. Il faut avoir un agent pour te lancer. Je me suis débrouillé, j'ai envoyé mes résumés un peu partout. Mais là, j'ai eu une équipe à Minnesota qui regorgeait de peut-être 30 internationaux. On diminuait le nombre chaque jour. Et on est resté 2, un Français et moi, on est resté 2. Et je devais signer que le général manager de l'équipe est venu me voir concernant ma situation qui n'était pas régulière. Donc, on m'a laissé partir. Donc, l'année qui a suivi... Cette carrière professionnelle n'a pas pu être entamée et vous avez laissé tomber. Non, je n'ai pas laissé tomber. L'année qui a suivi, j'ai eu mon working permit qui m'a permis d'aller jouer en football professionnel en salle, à Portland.
J'ai joué à Portland durant 2 ans en football en salle. C'était... Bon, on avait toutes ces photos-là, je ne sais pas si le réalisateur peut montrer un peu c'était bien. Montrer un peu votre parcours pour que les gens aient quand même une idée, pour dire que quand même Amani de l'Africa quand même a joué un peu au niveau avant de laisser tomber toute cette carrière-là et entamer d'autres choses encore, c'est-à-dire d'autres choses. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en tant qu'ancien footballeur? Bon, aujourd'hui... Les Ivoiriens vous regardent, dites-leur, voilà ce qui est devenu Amani Célestin, le défenseur rugueux de Stella que tout le monde a connu. Bon, c'est moi qui dirigeais un peu l'équipe des Ivoiriens à New York. On a joué beaucoup de tournois interafricains. Et il y a 4 ans de cela, on a remporté une coupe contre, je crois, le Sénégal. Et la deuxième année qui a suivi, on a perdu. Mais bon, j'ai dû laisser cette équipe-là par rapport à la discipline que je voulais imposer, les problèmes de personnes, les jeunes n'étaient pas assez disciplinés. Bon, donc j'ai laissé cette équipe-là et je suis allé passer mes diplômes d'entraîneur. Aujourd'hui, j'entraîne des jeunes entre 5 ans et 12 ans. Un centre de formation, quoi. C'est pas un centre de formation, c'est juste le City de New York qui a un parc. Donc c'est un centre d'animation. Voilà, un centre d'animation où j'entraîne des jeunes. Préformation jusqu'aux enfants de 12 ans. Bon, donc je suis en train de travailler sur un certain nombre de trucs pour essayer d'accéder aux high school, pour entraîner au moins les high school. Donc j'ai un autre diplôme à passer peut-être. Vous avez des ambitions pour le football ivoirien? Vous comptez un jour retourner en Côte d'Ivoire pour être entraîneur ou bien occuper des postes à la Fédération ivoirienne de football? Parce qu'on voit aujourd'hui pas mal d'anciens joueurs tels qu'Abdoulaye Traoré, Ahmed Ouattara et j'en passe qui sont aujourd'hui à la Fédération, même Alain Guamene, le gardien mythique de la Côte d'Ivoire qui entraînait l'équipe nationale olympique, junior, tout ça. Je pense bien que je serai mieux sur le terrain. Pas à la direction, pas à la fédération. Je crois bien que j'en ai parlé. Si vous proposez le poste d'entraîneur national, est-ce que vous serez prêt à accepter ce poste-là? Aujourd'hui, je ne serai pas prêt. Je n'ai pas les diplômes adéquats pour entraîner l'équipe nationale, ça c'est un. Mais par contre, dans l'avenir, je pense bien que j'ai déjà parlé de ça avec l'ancien entraîneur du Stella, Olé Basile. On en a parlé, qui m'a dit qu'il cherchait quelqu'un qui était un fils de la maison. Un fils de la maison pour venir prendre le Stella. Bon, j'en ai discuté avec lui, mais bon, aujourd'hui, les choses ont changé. En Afrique, là-bas, il faut avoir, comment on appelle, le diplôme A pour pouvoir entraîner. Donc, je suis en train de travailler dessus. On ne peut que vous souhaiter bonne chance dans votre nouvelle carrière d'entraîneur et que Dieu fasse que vous puissiez persévérer et un jour être à la hauteur de ce que vous voulez. Je pense que nous allons refermer cette page de Sport Diapason. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous retrouver ce soir, pour échanger avec vous. Ça a permis à certains Ivoiriens que vous avez perdu de vue de vous retrouver. Vraiment, merci d'avoir répondu à cet appel. Et j'espère qu'on se retrouvera au cours d'une autre émission. Merci à toi et merci à Ivoire TV de m'avoir donné l'opportunité de parler de sport, de mon domaine. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ok, chers internautes, je vous dis merci. C'était Amani Célestin, ancien international ivoirien dans les années 90, qui était notre invité de ce soir. Ça a été un grand plaisir pour moi d'animer cette émission, cette rubrique. Et nous allons nous retrouver dans 2 semaines, si Dieu le veut. Et je profite en même temps pour saluer tous les musulmans du monde entier, pour leur dire bon mois de Ramadan. Et merci de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao, ciao.